Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une notion qu'on connaît tous, mais qu'on ne saurait pas forcément définir précisément. L'environnement. Alors si on nous demande, on pourrait répondre que l'environnement, c'est ce qui nous entoure, c'est l'écologie, la planète. Mais si on revient des années, voire des siècles en arrière, on se rend compte que la notion était très différente et qu'elle a bien évolué depuis. C'est dans les années 70 que se dessine la notion telle qu'on la connaît aujourd'hui. On va d'abord essayer de comprendre quand et comment est venue cette prise de conscience de l'environnement. Ensuite, nous traverserons les âges et ferons un rapide constat de son évolution. Parce que oui, soyons modestes, il est difficile de résumer des siècles en quelques minutes. Quoique, ça peut se tenter. Et on finira enfin par évoquer ensemble pourquoi l'environnement est devenu un enjeu majeur de notre société contemporaine. Vous êtes prêts ? C'est parti! On va utiliser les années 70 comme repère et se dire que, schématiquement, avant, on considérait l'environnement comme un ensemble de composants naturels qui entouraient les sociétés humaines, avec tout ce que cela comporte d'interactions. Puis, on verra que la position centrale de l'humain va avoir tendance à glisser pour se mettre un peu de côté et considérer finalement l'environnement comme l'enjeu majeur. Il faut remonter au Xe siècle environ pour constater les premiers rapports à l'environnement à travers le jaïnisme, une religion hindoue qui prône la non-violence envers les animaux. Et les animaux les en remercient. La notion n'est pas encore reconnue scientifiquement. Attention, nous parlons ici de textes religieux qui prêchent le respect de la nature. On parle déjà de végétaliens et de véganes, comme quoi ces pratiques, elles ne sortent pas de nulle part. Les adeptes de cette religion ne mangent absolument pas de viande, pas d'œufs, pas de poisson, pas de lait, rien d'animal. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui avaient beaucoup d'avance ou nous qui avons pris beaucoup de retard, mais finalement, la question du respect de l'animal est une préoccupation humaine importante depuis des centaines d'années. Il faut attendre le 19e siècle et les travaux d'Ernst Haeckel, biologiste et philosophe allemand, pour penser désormais l'environnement comme une notion scientifique. 9 siècles après l'apparition du jaïnisme. Clairement, c'est un précurseur. C'est même lui qui invente le mot écologie en 1866. À partir de cette date, l'écologie devient l'étude des rapports entre un organisme et son environnement. Les interconnexions des organismes vivants, si vous préférez. Le géographe français Élisée Reclus va encore plus loin. Il distingue le milieu naturel de l'environnement et met en évidence les interactions entre l'un et l'autre. Il considère, avec sa notion de milieu, milieu forestier, milieu littoral, milieu marin, que tout est imbriqué. La nature agit sur l'homme et l'homme agit aussi sur la nature. L'Amazonie, c'est un très bon exemple. Un milieu forestier qui a son propre mécanisme associé aux sociétés humaines qui vont agir dessus. Aussi, ne soyons pas pessimistes, elles préservent leur milieu, même si elles le modifient dans une certaine mesure, par exemple en chassant ou en défrichant ponctuellement certaines zones. Quoi qu'il arrive, pour Reclus, il est impensable de considérer l'un sans l'autre, et l'homme doit absolument vivre en harmonie avec la nature. C'est marrant, son travail est mené aux alentours de 1850, mais ça rappelle quand même un discours très actuel, non ? Et ça ne s'arrête pas là. En 1896, le biologiste Arrhenius fait le lien scientifique entre la montée de la température et celle de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Corrélation désormais indéniable de l'impact des activités humaines sur l'environnement. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, un président américain, je ne sais plus lequel, disait que le changement climatique n'existait pas. Donc, revenons aux années 70, période charnière au cours de laquelle on commence à s'intéresser un peu plus à l'environnement d'un point de vue politique. Les catastrophes naturelles sont plus médiatisées et montrent la fragilité du milieu naturel face aux sociétés humaines.
En 1969, par exemple, une plateforme pétrolière explose au large de Santa Barbara et cause une des plus grandes marées noires de l'époque. C'est vrai qu'une marée noire qui pollue toute la côte californienne, c'est difficile à cacher. Vous avez sûrement entendu parler du commandant Cousteau, qui, par ses nombreux documentaires, a mis en évidence la beauté, mais aussi la fragilité des milieux marins. C'est en partie grâce à lui que les Français ont commencé à prendre conscience qu'il fallait les protéger des activités humaines. Le combat pour le respect de l'environnement est difficile à notre époque. Alors imaginez l'énergie et la conviction qu'il fallait avoir dans les années 70 pour faire entendre sa voix. C'est cette médiatisation grandissante qui met en lumière les actions destructrices que nous pouvons avoir sur les écosystèmes qui nous entourent. Un écosystème, c'est l'ensemble d'un milieu et des organismes qui y vivent. Par exemple, un océan, une forêt, ça, ce sont des écosystèmes. Et puis, à cette période, on va considérer aussi l'environnement d'un point de vue historique. Et ça, c'est inédit. On appelle ça l'histoire environnementale. Elle étudie les connexions, les relations entre l'homme et l'environnement. C'est une branche essentielle de notre histoire qui nous met tout simplement face aux catastrophes écologiques qui ont causé l'extinction d'espèces et de civilisations. Que ce soit la faute de l'homme ou pas, hein. C'est pas toujours de notre faute quand même. Le résultat de toute cette prise de conscience, c'est notamment en France, la création du ministère de l'Environnement en 1971, celle de l'association Greenpeace la même année au Canada, la première conférence de l'ONU sur l'environnement en 1972. À cette époque, on peut vraiment dire que l'écologie s'ancre dans la société, dans la réflexion politique. La prise de conscience de l'impact de l'action humaine sur l'environnement est un préalable essentiel à l'action. La problématique n'est pas nouvelle. On sait que sous l'Empire romain, la pollution de l'eau au plomb a accentué son déclin et qu'au Moyen-Âge, on déversait directement les eaux usées dans les fleuves et les rivières. Alors c'était pas idéal, ni pour se développer, ni pour aller faire trempette au mois d'août. Quand on s'interroge, que l'on considère les causes, de là, il est possible d'agir. On évolue. Les canalisations de plomb sont remplacées par du PVC, bien sûr. On a créé des réseaux d'égouts pour les eaux usées. Mais il y a toujours quelque chose qui nous rattrape. Le développement de l'activité humaine fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des écosystèmes est impacté. Et plus seulement sur de petites zones. Aujourd'hui, c'est l'imperméabilisation des sols à cause de la bétonisation des espaces, de l'urbanisation, avec à la clé des inondations qui impactent l'environnement. On voit bien que c'est un tout et que l'action de l'homme se répercute sur l'environnement pour nous revenir un peu en pleine face. Je pourrais aussi parler de la déforestation et par extension des incendies de forêt qui dégagent énormément de CO2 dans l'air, stocké par les arbres, ce qui participe au réchauffement climatique. Mais bon, je pense qu'à ce niveau-là, on a tous compris. Lister les dégâts, en prendre conscience, c'est déjà énorme. Maintenant, comme nous l'avons vu, il faut trouver des solutions pour préserver notre environnement. Il en va de la survie de certaines espèces, notamment la nôtre. Il faut quand même garder en tête qu'au début des années 90, l'être humain est reconnu comme la principale cause du changement global. C'est la transformation des milieux par divers facteurs liés à l'activité humaine. En 1987, avec le rapport Brundtland, apparaît le terme de développement durable. Un développement qui répond aux besoins des générations actuelles tout en considérant les besoins des générations futures. Comment vous dire ça ? Imaginez, vous arrivez en retard dans une soirée et vous n'avez plus rien à manger. Eh bien, le développement durable, c'est éviter ça. On laisse des ressources à ceux qui ne sont pas encore arrivés. Certains vont même plus loin, en prônant la décroissance, ou bien croissance zéro. La théorie, c'est la suivante. Impossible de continuer à produire et à consommer en masse en utilisant les matières premières et en appauvrissant les ressources naturelles. Cela engendre trop de pollution et il est impossible de préserver notre environnement. En face, les opposants à cette théorie ont quelques arguments. Les progrès techniques et scientifiques nés du développement permettent de moins polluer et de faire évoluer notre société vers une croissance économique dite verte. Selon eux,
un arrêt de la croissance serait préjudiciable pour les pays en voie de développement, plus fragiles face aux crises. Enfin, il considère que la pénurie des matières premières peut être compensée, notamment par le recyclage. Vous comprenez donc qu'il y a de plus en plus d'enjeux autour de cet environnement, qu'ils soient scientifiques, politiques, sociaux et même juridiques. Les ONG et les populations directement menacées par le réchauffement climatique militent aujourd'hui pour l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration des droits de la Terre-Mère. Son principe fondateur, c'est que le bien-être humain ne doit pas nuire à l'intégrité de cette même Terre-Mère. Voilà. On est parvenu à ratisser quelques siècles pour avoir une vue d'ensemble et la plus complète possible sur l'évolution de l'environnement. Les considérations évoluent, mais on ne peut pas nier que c'est quand même à un rythme très lent. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais ce serait pas mal d'accélérer un peu, non ? Bien-être humain et bien-être de la nature ne peuvent plus être dissociés. Il faut que l'on accepte que l'homme n'est pas le centre d'un tout, mais simplement un composant de ce tout. Il s'agit peut-être de retrouver simplement un petit peu d'humilité. Si on doit continuer notre croissance économique, il faut absolument considérer nos impacts négatifs sur les écosystèmes sans forcément renier tous nos progrès. Alors c'est un travail d'équilibriste qu'on a tous à faire, que ce soit dans notre quotidien ou plus largement à l'échelle des gouvernements. Eh oui, rien que ça. Allez, je vous laisse là-dessus. À bientôt sur School Move et d'ici là, n'oubliez pas de rester curieux.